Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une œuvre qui va vous faire découvrir un des tableaux des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes à Orléans. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un relief en marbre blanc exécuté par Baccio Bandinelli en 1532 à Florence. L'œuvre a été offerte au musée en 1829 par Monsieur de Béhague, le propriétaire du château de Dampierre en Burly, près de Gien dans le Loiret, très certainement sur l'instigation du comte de Bizemont, qui a réouvert le musée en 1825 et a cherché à attirer vers le musée le maximum de donations en provenance d'Orléans et de ses environs pour venir compléter le fonds d'origine du musée, qui a été composé essentiellement des saisies révolutionnaires locales, mais aussi de collections comme celle des Friches ou encore de Bizemont lui-même. Le relief est exposé au musée des Beaux-Arts, puis, lors de sa création, au musée historique, parmi les salles de lapidaires. C'est dans ce musée que le relief se trouve toujours durant la Deuxième Guerre mondiale, et il subit ainsi le bombardement de 1940, mais heureusement, cette pièce a été retrouvée parmi les décombres, relativement peu endommagée au vu de la catastrophe, et il a ainsi pu être conservé. Cependant, réputé disparu depuis 1946, c'est seulement en 1992 que l'on retrouve sa trace dans le musée et que l'on initie sa restauration en 1994. À cette occasion, le nom de Bandinelli est proposé par le restaurateur, ce qui a été confirmé par la suite par Jean-René Gabory, qui a même pu retrouver une trace de ce relief dès l'année de sa création en 1532. Dans les Vite dei più eccellenti pittori, scultori et architettori, donc le livre de Giorgio Vasari qui parle de la vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, un ouvrage publié en 1568, souvent considéré comme le premier texte d'histoire de l'art publié. Dans ce livre, une vie, soit un chapitre de l'ouvrage, est dédié à Baccio Bandinelli, sculpteur florentin. Et Jean-René Gabory a su rapprocher le relief d'Orléans du passage suivant. En ce temps, après la guerre de Hongrie, le pape Clément VII et l'empereur Charles Quint se rencontrèrent à Bologne, où vinrent le cardinal Ippolito de' Medici et le duc Alessandro de' Medici, ainsi que Baccio Bandinelli, qui était venu baiser les pieds de sa sainteté et porta avec lui un tableau, lequel était un moyen relief bien ouvragé, haut d'un bras et large d'un bras et demi, d'un Christ à la colonne battu par deux ignoulis. Il donna ce dernier tableau au pape, avec une médaille du portrait de sa sainteté et au revers le Christ flagellé, laquelle avait été faite faire à Francesco dal Prato, son cher ami. Le don à sa sainteté fut accepté. Tout dans ce texte correspond parfaitement au relief aujourd'hui conservé au musée d'Orléans, et l'on peut ainsi mieux comprendre dans quel contexte cette œuvre a été commandée. La situation est très simple. Clément VII rencontre à Bologne Charles Quint, viennent aussi Alessandro et Ippolito de' Medici qui demandent à Baccio Bandinelli d'offrir un relief au pape Clément VII. Pas très compliqué. Bon, vous devez être en train de vous demander comment en arriver à une telle situation à Bologne avec tous ces personnages dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Alors du coup, on va essayer de revenir en arrière et de prendre quelques minutes pour expliquer et décortiquer un petit peu tout ça. C'est parti. Cette histoire est centrée autour de la famille Médicis, avec comme protagoniste Giovanni de' Medici, qui devient le pape Léon X, son cousin Giulio de' Medici, qui devient le pape Clément VII, et Ippolito de' Medici, qui est le fils bâtard du duc de Nemours, et Alessandro de' Medici, qui est le fils bâtard du pape Clément VII. Giovanni de' Medici devient pape en 1513 sous le nom Léon X. Il est alors à la fois responsable de la ville de Florence et de ses environs, mais également à la tête de l'Église et de l'État du pape qui monte jusqu'à Bologne. Il hérite alors de la situation romaine, à savoir la reconstruction dans un chantier magnificent de la basilique Saint-Pierre de Rome qui nécessite énormément d'argent. Pour cela, une solution, entre autres, est trouvée à travers la bulle des indulgences qui permet à la papauté de faire rentrer dans les caisses de l'Église énormément d'argent puisqu'il permet de racheter finalement des années de purgatoire via les indulgences, permettant ainsi aux fidèles d'aller, dit-on, plus vite au paradis et de passer moins de temps dans le purgatoire.
Une telle vision de la religion et un tel monnayage des indulgences et des années de purgatoire a pour conséquence un affaiblissement du pouvoir de la papauté en Europe, et notamment la réforme protestante qui est entre autres incarnée par Luther et ses thèses en 1517. Accrochez-vous, on continue. Deuxième pape Médicis, Giulio de' Medici, qui devient en 1523 Léon X. En tant que pape, il hérite de la situation précédente, à savoir le conflit avec les réformés, mais aussi le grand chantier de San Pietro et les conséquences de la bulle sur les indulgences. Autre problème pour Clément VII, le conflit que représente la gestion de Florence depuis Rome. En effet, il refuse de céder et d'abandonner son pouvoir sur sa ville natale qu'il gouvernait avant d'être élu pape, et donc il maintient, sans vraiment les distinguer et sans donner du pouvoir à l'un ou à l'autre, Alessandro de' Medici et Ippolito de' Medici, qui sont en conflit ouvert pour avoir la mainmise sur Florence, tout en étant bien sûr soumis à Clément VII, qui lui-même souhaite garder le pouvoir sur la ville. Autre conflit et pas des moindres, le rapport entre Clément VII et Charles Quint. En effet, à l'époque, les États pontificaux et le Saint-Empire sont en plein conflit, notamment autour de la situation du nord de l'Italie, et toute cette tension s'accumule et finit par conduire en 1527 au pillage que l'on appelle le sac de Rome, ordonné par Charles Quint. À cette occasion, le pape perd énormément de pouvoir et sa position est fragilisée. Cela permet alors à ses opposants à Florence de se soulever, de chasser de la ville Alessandro et Ippolito de' Medici et de proclamer alors une nouvelle république florentine. Clément VII comprend qu'il va falloir nouer de nouvelles alliances à la fin des années 1520 pour pouvoir essayer de remonter la pente. Il se tourne alors vers Charles Quint qu'il rencontre en 1529 dans le plus grand secret à Barcelone. À la table des négociations, Clément VII s'appuie sur l'antagonisme existant entre François Ier et Charles Quint. Il réussit à obtenir alors de Charles Quint que la ville de Florence soit assiégée pour pouvoir restituer aux Médicis le pouvoir qu'il estime leur être dû. En échange de quoi, Clément VII s'engage à couronner Charles Quint empereur du Saint-Empire romain germanique, une position qui devient alors plus officielle, accepté par le pape aux yeux de toute l'Europe, ce qui permet d'affaiblir François Ier sur l'échiquier politique européen. Suite à quoi, Alessandro de' Medici a alors la possibilité de rentrer dans Florence, et Charles Quint s'était engagé à lui offrir le titre de duc de Florence afin d'entériner la position des Médicis sur la ville de Florence, et donc de rendre parfaitement héréditaire ce pouvoir de manière plus officielle. Tous ces événements ont donc lieu entre 1529 et 1531, et l'on arrive à une deuxième rencontre à Bologne après le sacre entre Clément VII, François Ier, Alessandro de' Medici, Ippolito de' Medici, à la fin de 1532 et au début de 1533, et c'est donc le moment où Alessandro de' Medici décide de faire offrir par Bandinelli le relief qui est aujourd'hui au musée d'Orléans. Le relief d'Orléans est donc bien à percevoir comme un cadeau fait par Alessandro de' Medici à son père naturel Clément VII pour avoir négocié auprès de Charles Quint d'une part la restitution de la ville de Florence et d'autre part la création du duché de Florence qui lui permet d'entériner son pouvoir sur la ville et également de revendiquer le pouvoir sur la ville de Florence face à son cousin qui le réclamait également, à savoir Ippolito de' Medici. Passé le contexte historique de ce relief, le contexte artistique, lui, est beaucoup plus simple à comprendre. Baccio Bandinelli est l'auteur de ce grand Hercule sur une des places principales de Florence. Il est souvent décrit comme le grand sculpteur du XVIe siècle, rival florentin de Michelangelo lui-même, qui est également l'auteur, Bandinelli, de la barrière du chœur du Duomo de Florence, que vous voyez ici dans sa partie conservée. Bandinelli prépare le travail pour le relief du musée d'Orléans dans un dessin connu depuis longtemps au musée d'Oxford, l'Ashmolean Museum. Vous voyez comment déjà une grande partie dans le dessin de la composition est mise en place, notamment la figure du bourreau située à la gauche du Christ.
Bandinelli s'inspire d'une œuvre de Donatello dont on n'est pas sûr d'avoir retrouvé la trace. Le relief, autrefois au Bode Museum que vous voyez ici à gauche, est très certainement une reprise d'une œuvre perdue de Donatello, mais vous voyez bien la corrélation entre ces deux sculptures, l'une étant du XVe siècle, l'autre du XVIe siècle. Bien qu'antagoniste avec Michel-Ange, Bandinelli n'hésite pas à citer et à reprendre certaines des compositions de ce dernier. Vous voyez ici comment une œuvre de Sebastiano del Piombo, inspirée de dessins de Michel-Ange qui ont été largement diffusés par la gravure et donc qui étaient connus de Bandinelli, est extrêmement proche du relief d'Orléans. Regardez notamment comment Bandinelli reprend cette composition tournante où l'on voit un bourreau de dos, un bourreau de face, donnant l'impression que ces derniers sont en train de tourner autour de la colonne et créant ainsi un mouvement extrêmement fort dans la composition. C'est d'ailleurs le même mouvement rotatif que l'on retrouve dans la délivrance de Saint-Pierre de Jacob de Becker, également conservé au musée d'Orléans et qui s'inspire très certainement des mêmes sources. Dans le texte de Vasari, les bourreaux ne sont pas cités comme bourreaux, mais sont cités comme des ignudi. Les ignudi, donc les nus, sont une appellation qui est souvent réservée aux grandes figures de nus que vous voyez ici sur le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, peinte donc par Michel-Ange au début du XVIe siècle. Et ces personnages sont effectivement particulièrement marquants puisqu'ils sont monumentaux et même du bas de la chapelle Sixtine, on a une impression de puissance du corps extrêmement frappante et tout cela évidemment marque beaucoup le style du XVIe siècle et l'inspiration des artistes pour plusieurs siècles et on le retrouve donc bien évidemment ici dans ce relief, d'où le fait que Vasari parle non pas de bourreau mais d'ignudi pour ces deux figures. Voici pour l'histoire de ce relief exécuté donc en 1532 pour être offert au pape Clément VII, un relief de Baccio Bandinelli extrêmement frappant et marquant pour l'histoire de la sculpture florentine du XVIe siècle.